moi, j'ai l'impression de voir un gardien qui se cherche encore, soit parce que il y a encore quelque chose physiquement qui l'accapare, qui l'achale, ou il n'a pas pogné le beat encore en jouant une game, en étant blessé, en revenant. J'ai pas trouvé qu'on a fait une super bonne gestion des gardiens non plus. Salut tout le monde et bienvenue à la Brigade. Bienvenue dans votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa et aux autres sports dans la région d'Ottawa-Gatineau. Je m'appelle Jean-Philippe Forgue et je n'ai pas peur de dire que je n'ai jamais écouté un seul film. En fait, je n'ai jamais écouté le film de Slapshot de ma vie. Jugez-moi. Pour ceux qui ont écouté les anciens épisodes, vous avez vu que Stu s'est fait crucifier publiquement par Pascal et JP Fortin. Ouais. Et moi, je m'affirme ce soir, Stu, je suis dans ton équipe. Ben, je l'apprécie, JP. Là, moi, je l'ai, là, Slapshot. Là, je peux vous mettre ça sur Google Drive, puis vous l'écouterez. En autant que le DMCA n'écoute pas, là. Ouais. Je voulais l'écouter, Pascal, mais je me suis rendu compte que si je l'écoutais... Ouais, mais je me suis rendu compte que si je l'écoutais, je devenais comme l'être humain parfait. Et je préfère avoir des faiblesses. Fait que je préfère ne pas l'avoir écouté puis manquer un peu de culture générale à ce niveau-là. Sur ces belles paroles, je suis accompagné aujourd'hui de Pascal Villeneuve, Stu Sabourin, d'un invité spécial, Jean-François Demers, JF. Comment ça va, mon ami? Ça pète le feu. Viens d'où déjà, lui, JF? Ouais, c'est un Témiscouata du lac. Tu l'as pas présenté par son... Oui, absolument. C'est pays d'origine. Donc, originaire de Saint-Albert dans l'Est ontarien, en direct de Témiscouata. Témiscouata. Il n'y a pas de Saint, je dis tout le temps Saint. En direct de Témiscouata sur le lac, à la frontière du Nouveau-Brunswick et du Québec. Drette ça. Là tu l'as bien eu. Là. Il est pas pire, hein? Tu l'as eu pas pire. Un absent de marque, Jean-Philippe Fortin, qui n'est pas avec nous ce soir, et moi qui viens reprendre ma chaise pour l'épisode. Lui, il a des bonnes raisons, par exemple. Sa conjointe qui a donné naissance à leur premier enfant, donc une petite fille, Nora, de son prénom. Vous savez, les boys, moi le nom de vos enfants, je m'en souviens. Ah, j'allais dire si on se souvenait du nom de son enfant. Écoute, Stéphane, moi, je suis pas vraiment bon avec les noms. Tu peux pas m'en vouloir. Oh là là. Donc, on les félicite. Lui et sa conjointe. Premier bébé, prend un petit peu de temps avec sa famille. On comprend ça. On va revenir en force, les yeux tout cernés dans quelques temps. Un peu de poutine interne avant de commencer. Pascal t'a introduit ce magnifique segment. Je l'apprécie. Ouais. Good. Je savais que t'aimais la curd. On veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, sur Instagram, sur TikTok, à La Brigade Pod. Tous les liens sont dans la description de l'épisode et sur labrigadepodcast.ca pour avoir accès à tous nos épisodes depuis le tout début. Vous pouvez nous écrire si vous avez des commentaires, des opinions à partager. Vous pouvez le faire au labrigadepodcast@gmail.com. On va vous lire en ondes si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions. N'hésitez pas, nous, ça nous fait plaisir de vous parler, d'entrer en contact avec vous. Messieurs, grosse question cette semaine. Depuis tout début du podcast, Jean-François JF, quand tu venais nous voir, c'était ton sujet. Aujourd'hui, c'est la question de la semaine qu'on a aussi posée aux auditeurs sur les médias sociaux. Alors, on veut savoir votre étoile, votre surprise et qui vous déçoit depuis le début de la saison. Messieurs, voulez-vous vous mouiller? Je pense que je laisserai, moi, JF, peut-être commencer. Les invités d'abord? On peut y aller certainement, mais je pense qu'on va quand même avoir la même opinion probablement sur chaque sélection. Donc, le joueur étoile, moi j'ai donné une mention honorable à Brady Tkachuk, comme d'habitude. Là, c'est le cœur de l'équipe, mais pour moi, l'étoile, ça a vraiment été Tim Stützle. Timmy Boy, on dirait que cette année, il est un peu plus intense. On le remarque dans le fond là, beaucoup de hits. Ouais. Surtout la game contre Tampa Bay, là, un moment donné, il a fait un après l'autre, puis ça l'a causé, je me trompe pas, il a fait une passe, puis c'est là que Batterson a scoré, en tout cas. Je sais pas ce qui se passe avec Tim, je sais pas si c'est quoi qu'il voulait rajouter dans son gabarit de jeu, mais je trouve que honnêtement, ça a changé son style un petit peu. Mais des fois, j'ai peur qu'il va tout bien empoigner un de son goût puis qu'il va se faire ramasser solide. Comme c'est arrivé contre Buffalo. Freeway. Il était sur un freeway. Il s'est fait frapper par un gros camion. J'ajouterais peut-être à ce que tu dis, Jeff, là, que parmi les joueurs de 23 ans et moins, Tim Stützle, cette saison, est premier avec 17 points.
Très ça, parce que, tu sais, quand même, en 12 games, il y a 17 points. Fait que je pense qu'il y a 5... en tout cas, peu importe, là, mais... Ouais, exact. Il y a quand même des solides stats, là. Je sais pas, vous, Pascal et Jean-Philippe. Moi, je suis un peu du champ gauche avec mes prédictions, là. Fait que, si vous voulez, je vais y aller à la fin. OK. Moi, mon étoile, j'ai beaucoup hésité entre deux joueurs. Parce que je pense qu'il y a comme plusieurs belles surprises cette saison-ci chez les Sénateurs. Fait que j'hésitais entre deux, puis je me demandais est-ce que j'en mets un qui est étoile, l'autre surprise. Temi, obviously, c'est un choix qui va de soi. Je veux dire, 6 buts, 11 passes, 17 points, plus 4 cette saison-ci. Il a déjà égalé son nombre de buts en avantage numérique comparé à l'année dernière, avec 1. Fait que je pense que cette année, mon étoile, je vais y aller avec M. Anton Forsberg, qui, selon moi, qui est venu presque sauver les meubles pour l'équipe, là, qui est venu sauver 2 matchs, qui est venu donner 2 victoires au Sénateur d'Ottawa. Puis avec une saison l'année dernière qui était coup-ci une pré-saison. Oui, effectivement, qui est le meneur, d'ailleurs, à ce chapitre. Saison qui était très peu inspirante la saison dernière. Une pré-saison qui laissait à désirer. Et là, il arrive, puis là, il nous donne deux jeux blancs. Puis là, il s'est rendu qui a mis dans la tête des partisans, on met qui dans les buts? À chaque soir, on se pose la question. Fait que pour moi, mon étoile, cette saison-ci, jusqu'à date, là, ça a été M. Anton Forsberg. Cool, OK. Bon, là, moi, j'hésite entre deux, mais je pense que je vais y aller avec Drake Batherson qui m'a un peu pas surpris pour dire que c'est une surprise, mais que j'ai bien aimé cette année, puis année après année. OK, il est peut-être un peu streaky. On va le voir des fois un peu moins dans un match, mais c'est un gars qui est toujours là, qui a des skills, tu sais. C'est le gars qui a le plus de talent. La lancée sur laquelle il était au début de l'année, je me disais, Colin, est-ce qu'il est en train de s'acheter une place au match des étoiles? Mais je sais qu'il n'y en a pas cette année, là. Mais puis la patience que ce gars-là a quand il a la rondelle, c'est impressionnant. La plupart des joueurs qui ont une chance autour du filet vont pas penser 2 fois, vont juste essayer de la pousser, ils vont faire un Brendan Gallagher, là. Ils vont essayer de foncer dans le goaler avec la puck et essayer de créer quelque chose. Lui, il prend le temps de regarder, tasser la rondelle, reculer, coucher le gardien, puis la mettre dans le top net. Puis, tu sais, côté salaire, là, côté ce qui nous coûte présentement, on peut te dire un beau merci à Kent Hughes d'avoir signé ce contrat-là avec les Sénateurs. C'est une super aubaine. Puis, tu sais, on va en parler probablement avec notre surprise tantôt, mais les équipes de hockey doivent trouver des joueurs qui sont soit qui coûtent presque rien ou qui sont signés, tu sais, des team-friendly deals, si on veut, là. Parce qu'on sait qu'est-ce que ça donne, là. Sinon, tu as 4 gars qui sont payés 10 millions, puis te restent des graines, puis si t'as pas un joueur qui ressort de là-dedans, t'es mal pris. Donc, mon étoile, ce serait Drake Batherson, malgré que, tu sais, peut-être on l'a un petit peu moins vu les derniers matchs, mais je m'attends qu'il suffit d'un match où il y a 2 buts, puis il est reparti, là. Ouais. De mon côté, j'ai pas le choix d'y aller avec Jake Sanderson, malgré le fait qu'il a joué avec Travis Hamonic pendant plusieurs matchs, qu'il l'a ralenti quand même. Tout un début de saison. Il est tout un joueur de hockey. Tout à fait. Tout un défenseur. On disait... Puis, je regardais une photo de lui l'autre jour, puis je le reconnaissais pas. C'est rendu un homme. Oui, tu pensais que c'était Noah Gregor. Noah Gregor, ouais. Je comprenais pas, ça faisait pas de sens. J'imaginais Jake Sanderson à son repêchage avec ses grosses oreilles, sa petite coupe de cheveux, sa face d'enfant. Là, il y a encore les grosses oreilles. Oui, mais ils sont camouflés en l'air d'une petite barbe de quelques jours. Puis on a un candidat au trophée Norris ici, là. Oui. Peut-être pas tout de suite, mais un jour, on va arrête de jouer avec Hamonic, là. Ah, c'est ça. Ben oui. Il est moins 5 pas mal à cause d'Hamonic, là. Depuis qu'il est avec Hamonic, il est méconnaissable. Tout à fait. Hamonic, c'est facile. Il se débarrasse de la puck, il la donne. Fait que... C'est ça. Puis lui, il regarde et il se dit « Ah, fuck, c'est Hamonic. Je pense que je vais la garder un peu plus longtemps. » T'as pas le choix. Ce que je trouve très surprenant, c'est qu'il n'y a personne qui a nommé notre capitaine. Ben, c'est une mention spéciale 16 points. De GF. Mention spéciale, oui, tout à fait. Mais je veux dire, il n'y a personne qui est allé avec son premier choix avec Brady Tkachuk, qui connaît une saison extraordinaire de 16 points en 12 matchs, plus 3. Il fait tout. Il compte des buts en powerplay, il compte des buts en avantage numérique en arrière.
je veux dire, entre la ligne bleue et les cercles de mise au jeu. Ouais. Il se bat maintenant. Hier, c'est ça. Qui était mardi soir, son premier combat de la saison. Fait que c'est quand même étonnant qu'on ne l'ait pas choisi, mais ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de... C'est un habitué de... Je pense qu'on a ces attentes-là envers lui, tranquillement, pas vite. Puis, j'étais au local sportif hier, puis c'était un de mes sujets, tu sais, c'était est-ce qu'on a un nouveau Brady? Tu sais, fait que là, je le vantais, je disais, il y a 11 matchs, il s'est pas encore battu, c'est le plus long qu'il a jamais fait. Avant, il perdait les pédales quand le match était à la fin de la game. Pendant que j'étais en train de dire ça, on a des TV dans le studio. Pendant que j'étais en train de dire ça, on se tourne, Brady est en train de se battre. Fait que ça va avoir été 12 matchs. Puis à la fin de la game encore, il se met à courir tout partout. Puis tu sais, je disais, enfin, on a un gars plus calme, plus balancé, plus équilibré, qui est capable de gérer ses émotions. Puis disons qu'il est sur le bon chemin, mais il est peut-être pas encore arrivé au capitaine qu'on s'attend qu'il va devenir. Non, mais tu sais, avec sa réputation en ce moment, ce qui est arrivé sur le moment, il avait comme pas le choix de dropper. S'il n'aurait pas droppé, ça aurait été comme... Ouais. Tout le monde l'aurait critiqué. Tout le monde aurait dit, bon, Brady se bat pas et il n'est pas capable de défendre Stu. C'est pour ça que Stu joue avec Brady. C'est pour créer une certaine influence à la glace. Là. C'est en plein ça qu'il a dit. Il dit, écoute, moi, s'il y a quelqu'un qui vient frapper un de mes bons joueurs, c'est pas un hasard qu'ils viennent frapper lui. Donc, ils peuvent pas s'attendre à pas avoir de réplique. Moi, je vais toujours dropper sur une situation comme ça, que le coup soit légal ou non. C'est bien parfait. Puis, il y a une statistique intéressante qui est sortie aujourd'hui là, de nos amis chez Lockdown Senators. Lorsque Brady Tkachuk se bat, les Sénateurs ont une fiche de 8 victoires, 24 défaites et 2 défaites en prolongation, dont 5 de ces victoires-là qui sont arrivées pendant la saison COVID, alors qu'il n'y avait pas de partisans sur la glace. Une bonne affaire. C'est quand même intéressant. Dans le sens que il se bat pas quand les Sens ont l'avance. Non, mais qu'il se bat-tu quand ça vaut pas la peine ou quand ça veut rien dire? C'est ça que je me demande, moi. Je pense qu'il se bat quand il est frustré parce que la game est perdue. Là. Mais c'est dans ce temps-là que tu veux essayer. Mais une bagarre, c'est pourquoi? C'est pour essayer de changer le momentum. Puis le changer d'un mauvais moment à essayer de réveiller l'équipe. Tu te bats pas quand tu mènes 4-0, ça vaut pas la peine, tu sais. Je suis d'accord. Mais c'est juste me demander la pertinence de ces bagarres. Ouais. Ça change-tu vraiment quelque chose de là où est-ce qu'on se dit, on préfère-tu que Brady Tkachuk soit dans le banc de punition contre Jordan Greenway ou qu'il soit sur la glace pour un avantage numérique ou à 5 contre 5? Je serais curieux de voir c'est quoi les statistiques des autres joueurs. Mais c'est ça, moi tout, parce que, mettons, si les Sénateurs seraient, mettons, une équipe gagnante, ben peut-être que le record montrait un petit peu plus d'après moi. Là. Mais tu sais, là, vu que les Sénateurs, dans les dernières années, ça n'a pas été le succès. Là. Pas une grosse équipe, effectivement. Pas une grosse équipe. Avant qu'on passe à la surprise, j'ai une autre mention spéciale pour l'étoile du moment. Je vais aller avec le chandail noir des Sénateurs. Parce qu'à la maison, les Sénateurs ont une fiche de 5 victoires, 1 défaite. Il y a quelque chose qui se passe à la maison qui se passe pas ailleurs. On y reviendra. Je suis encore plus têteux que toi. Je vais dire les partisans ont une mention honorable. Votre étoile, Jeff. Pas votre étoile, votre surprise. La surprise, écoute, c'est un joueur récent, dans le fond, que connaissait peut-être un petit peu, mais pas plus qu'il fallait, plus par nom. Puis j'y étais avec Nick Jensen. Très bon choix. Je trouve qu'il fit juste parfait. Ouais. Il est responsable défensivement. C'est comme un risk-taker un peu, mais dans le bon moment. Tu sais, des fois, il y en a qui vont pincher dans le mauvais moment, ça fait une erreur. Ben lui, on dirait que ça n'arrive pas. Quand il est sur la glace, tu le remarques pour les bonnes choses, pas pour les mauvaises, comme Amonique, par exemple. C'est à peine si on le voit. C'est à peine si on le remarque. Justement. Puis quand il fait de quoi, t'es comme, ben voyons, il y a des mains, ce gars-là. Tu sais, il y a des fois, à un moment donné, il a déjoué un gars, puis t'as fait une passe de freak. Là, je criais. Là. Fait que, tu sais, moi, honnêtement, là, c'est une belle transaction. Là. Il y a comme une séquence par match parce qu'il nous fait penser à Erik Karlsson pour une raison particulière. C'est ça. Je ne sais pas comment ça se fait, là, mais une fois par match, il fait une affaire on se dit, Et le reste du temps, on le voit pas, mais c'est parce qu'on voit Chabot. C'est pas un hasard qu'on voit Chabot, c'est parce que la caméra est sur lui, parce qu'il a le temps de faire ce qu'il veut faire, alors que Jensen est en dehors de la caméra, lui, puis il fait sa petite besogne. Quelqu'un sait comment va Jacob Chychrun à Washington? Il est blessé, là. Ouais, mais avant ça, il allait-tu bien? Ça allait correct. Correct, mais sans. Il mange de la viande. Ouais, c'est ça. Crute. Parfait. Stu? Ma surprise, j'ai pas envie de nommer quelqu'un. Fait que je vais nommer quelqu'un qui a mon cœur depuis ses débuts à Ottawa. De par son âge, il est encore en train de produire.
c'est Claude Giroux avec 12 matchs, 11 points. Efficacité, un taux de réussite là, de mise en jeu de 61%. C'est des statistiques qu'on voyait avec je veux dire, c'est phénoménal que ce gars-là est encore capable de produire comme un joueur de première ligne. Et là, il semble avoir trouvé une petite maison là, sur la ligne à Josh Norris et Drake Batterson. Je pense qu'on a tous des attentes pour Claude Giroux, mais qu'il soit encore capable de produire à 1 point par match à son âge, c'est phénoménal. Parce qu'il produirait la moitié de ça, le tiers de ça, avec tout le reste qu'il fait. Moi, il m'a impressionné. Ouais. Au début de l'année, ça allait moyen. Il a causé un revirement à un moment donné. Tu as vu qu'il était pas content, qu'il était fâché après lui, puis dans sa tête, c'était « Hey, wake up, la saison est commencée, let's go ». Depuis ce temps-là, il y a eu des matchs où il était le cœur de l'équipe. Quand il tirait 100%. De l'arrière par 2 buts, je pense que c'était contre Colorado. Tout à fait. Retire le gardien. Écoute, c'est lui 100%. Qui était all over the ice. Réussi à marquer puis à amener ça à un but, il restait 9 secondes, il a callé tout le monde, il a appelé tout le monde, il a dit c'est ça le jeu qu'on va faire, le jeu a marché, comment tu peux pas embarquer dans le train avec un gars comme ça, comment tu peux pas être inspiré par un gars comme ça, pour les mises au jeu, s'il pouvait prendre un 6-7% puis donner ça à Timmy ou trouver une façon que Tim soit capable de gagner quelques mises au jeu, parce que ça, je veux pas en aller dans une grosse parenthèse là, mais ton défenseur numéro 1 de ton équipe peut pas avoir comme point faible les mises au jeu. Là. À long terme, là, ça peut pas. C'est toujours Brady qui prend les mises au jeu. Ouais. Il va falloir qu'il s'améliore là-dessus. Et d'ailleurs, Brady qui a un meilleur taux de réussite dans le cercle des mises en jeu que Tim Stutzla. Tim Stutzla est à 33%. Ce qui est assez dramatique. Pathétique. Oui. C'est pathétique. Pas assez fort. C'est de la technique, hein? Puis oui, il y a de la force. Vraiment. Ouais. Je pense que Timmy est plus fort physiquement que Claude. C'est juste que Claude... J'ai même vu, je pense que c'est le match de mardi, j'ai vu Claude Giroux remporter une mise en jeu dans son offside, comme un gaucher. Ouais. C'est même plus... C'est une question de tactique. C'est vraiment ça. C'est même pas une question de force. Intelligent, Claude. Puis tu sais, honnêtement, je vous pose la question, là. Quel dernier joueur des Sénateurs que pour vous était autant compétitif que Claude Giroux? Tout le monde a la même réponse avec le numéro 11. Exactement. Il n'y a pas... Moi, j'essaie de penser, là, puis le dernier, c'était Alfredson. Il était autant compétitif, puis autant intense, puis quand il y a quelque chose de mal, qui se fâche, puis il est sur le banc, puis tu sais, est explosif. Oui. Carlson en 2017. Carlson en 2017, c'était inspirant de par ses performances sur la glace. Mais de là à dire qu'il y avait du chien, qu'il y avait souviens-toi quand il se met en gueule d'Eric Brassard sur le banc. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Ben, c'est toutes des bonnes réponses. C'est deux joueurs qui devraient... Un qui a son chandail retiré par les Sénateurs, puis l'autre, si je pense que s'il était resté plus longtemps, c'est même pas une question. Puis c'est même pas encore hors de question que ce chandail-là soit retiré. Fait que... Pascal, ta surprise? Moi, je vais y aller un peu champ gauche. Un gars qui m'a surpris cette année, c'est JBD. Sincèrement, un gars sur lequel les Sénateurs avaient abandonné, un gars qui est allé au ballottage, qui est parti pour une autre équipe, s'est fait remettre au ballottage. Dans sa tête, lui, je pense que sa carrière était presque finie. Finalement, on a besoin de lui cette année. Fait sa job sur la 3e paire de défenseurs. On n'en entend pas parler. Est avec Tyler Kleven, qui est pas tant de surprise parce qu'on s'attend à beaucoup plus de Kleven que de JBD, veut pas. Mais les deux ensemble font très bien. Donc, c'est une histoire je trouve que c'est une belle histoire de persévérance. Puis une histoire d'un moment donné, on pense souvent que chaque joueur doit trouver leur chaise. Je pense qu'il vient de la trouver, t'sais. Fait que, non, pour moi, JBD, cette année, très content qu'il n'est pas un sujet. T'sais, on n'en parle pas, il est là, fait sa job. Puis à moins que Travis Green se mette à jouer avec les joueurs, ça va-tu faire une différence avec les défenseurs quand Zub va revenir? On verra. Mais je pense que pour l'instant, on sait qu'on a un 6e défenseur sur lequel on peut compter. Ça, on en avait un peu parlé dans un épisode précédent, Pascal. Ou est-ce que tu es dans une situation fâcheuse? Ou est-ce que tu as Artem Zub qui est blessé, qui joue actuellement avec Jake Sanderson? Donc, mais tes deux autres paires vont tellement bien que tu y touches pas. Et là, ça fait en sorte que tu as Travis Hamonic qui joue avec Jake Sanderson, ce qui fait un débalancement quelque part. Mais c'est quand la dernière fois à Ottawa qu'on a eu une 3e paire de défenseurs où est-ce qu'on était confiant quand elle est sur la glace, puis c'était solide, puis on n'avait pas peur. On y pense pas. Parce que, non. Ils sont invisibles. Ils font leur job, puis c'est tout.
Je suis même pas capable d'en nommer de même. Écoute, la dernière fois que les Sénateurs d'Ottawa sont rendus en série, c'était en 2017. Puis notre deuxième paire de défensive, c'était Dion Phaneuf et Cody Ceci. Et ça, c'était plus chaotique que l'échangeur turco à l'heure de pointe. Fait que, tu sais, je veux dire, une troisième paire de défense, je sais pas. Peut-être Christophe Schubert, puis je sais pas qui d'autre en 2006-2007, là, mais sinon... Karel Vakulik. Ouais, peut-être. André Mézard. Quand même. C'est tellement vieux, celle-là. Les joueurs de mon enfance. Mais GBD, par contre, là, dans son temps de junior, dans l'NCAA, puis après ça, il a joué dans les juniors. Il y avait un flair un peu plus offensif. Il était college, il était à Nodak. Oui, c'est ça, NCAA, c'est... dans le fond, il y avait plus un flair offensif. Puis là, on dirait qu'il a réalisé que dans la Ligue nationale, commence par la base défensive, là, puis après ça, ça va venir avec le temps. Tous les matchs, je regarde ces deux gars-là, puis je me dis, ils sont dus pour en scorer un. Un des deux sont dus, puis ils mériteraient tellement. J'ai hâte qu'il y ait leur moment. Oui, puis ça. Il y a une belle séquence. Ils prennent des bons tirs. Ça va arriver, c'est sûr. Puis j'ai hâte de les voir la face à célébrer ça. Histoire intéressante. Je ne veux pas comparer les deux joueurs parce que je pense que le côté talent, c'est pas la même chose, mais Chris Phillips, quand il a été repêché premier shot total, c'était un défenseur purement offensif. Ça n'a pas été ça du tout dans la Ligue nationale de hockey. Là. Il est vraiment devenu un shutdown. On t'aide le... Je dirais même que JBD, il y a une avance sur Chris Phillips, parce que Chris Phillips a commencé sa carrière à Ottawa en jouant en avant. C'est-tu vrai? Quand tu as commencé, je savais que c'était arrivé plus tard, mais oui, c'est vrai. Mais ouais. Et après ça, on l'a amené en défense. Fait que ça, c'était un premier show total là, en 96. Fait que JBD déjà là. Et qu'on faisait dur dans ce temps-là. Tu sais, des défenseurs qui sont repêchés en première ronde, qui sont des défenseurs défensifs, c'est rare. T'sais, la plupart qui sont repêchés, c'est parce que c'est des gros défenseurs offensifs qui, si ça ne marche pas dans la Ligue nationale, s'adaptent. Ouais. Moi, la surprise que je vais nommer, j'étais un peu surpris que personne l'a nommé. On pensait tous que quelqu'un allait le prendre. C'est ça. Je vais le nommer parce que j'en ai pas le choix. Tout ensemble à 3. T'as pas le choix. Ouais. 1, 2, 3. Adam Gaudette. Ben oui. Bon, est-ce qu'on s'entend que ça ne va pas durer toute l'année? C'est sûr, là. Ça dure depuis 1 an pour lui, là. Mais c'est quand même un solide début de saison, là. Attends, JP, là, toi, tu penses pas qu'un joueur de 4e trio ne peut pas soutenir 30% de ses lancers qui rentrent dans le filet? Je pense pas qu'il va continuer à marquer comme il fait là. Non, je sais, c'est sarcastique, c'est impossible. C'est ça. Mais c'est le fun le temps que ça dure, puis c'est le fun d'avoir cette petite touch offensive dans le bottom 6. C'est quand la dernière fois qu'on a eu ça, quelqu'un capable de marquer? Hey, Parker Kelly, l'année passée, là. C'est pas cher du but, là. C'est pas cher du but, là. Il fait 770 000, je pense. Écoute, c'est probablement les buts les plus cheap dans la Ligue nationale en ce moment, là. Ah ouais, c'est phénoménal. Mais c'est un gars capable de compter, là. Ben oui, il a fait ça toute sa vie. Il y a un historique dans la Ligue, il y a un historique en collégial. L'année dernière... Baker, il a gagné le trophée. Aujourd'hui, ça s'appelle le trophée Cole Caulfield, je pense. Là, ils l'ont renommé, là. Mais... à Montréal, ils l'ont renommé. Oui, puis dans la Ligue américaine, tu sais, premier marqueur. Puis on le sait qu'il est bon offensivement, on le sait. C'est juste qu'avant... Il scorait un but, il en coûtait 3. Fait que le ratio n'était pas fort. Exact. Là, je pense qu'à 28 ans, il s'est dit peut-être le temps que je me réveille. Peut-être le temps que c'est ma dernière chance. 28? Ouais. OK. Il est plus jeune que je pensais. OK. Adam Gaudette qui a dit qu'il est venu à Ottawa à cause de Travis Green. Entre autres, oui. Il était son entraîneur effectivement, avec Tout à fait. Tu sais, avoir un entraîneur qui a confiance en toi, là, ça peut être toute la différence. Ben, regarde ce que ça a fait pour Parker Kelly avec Jacques Martin. Je veux dire, il s'est transformé en Wayne Gretzky là, dans les derniers 3 mois de la saison. C'était phénoménal. J'ai jamais vu ça. C'était 200 pieds. Là. Il n'y a rien qu'il ne faisait pas. Fait que, tout à fait. Joueur que j'aurais pas détesté garder à Ottawa. Parker Kelly, ça? Mm-hmm. Si tu me donnes le choix entre Parker Kelly et Gaudette, là, je prends Gaudette sans... Parce que, tu sais... Ça fait beaucoup de profondeur que tu peux faire jouer sur le powerplay. Parker Kelly, là, tu ne peux pas faire jouer ça sur le powerplay. Très niché comme rôle que tu as pour Parker Kelly quand il est dans différent. C'est un différent type de joueur, définitivement. Je ne sais pas si vous avez vu, là, j'ai envoyé ça sur notre groupe de Messenger. Là. Parker Kelly a bloqué 5 tirs dans un chiffre. Oui. C'est un peu intense, ça. Là. Mais il avait l'air à souffrir, c'est à la glace. Là, mais... Parker Kelly, c'est un guerrier. Ouais, c'est ça. Déception, qui vous déçoit? GF?
Écoute, je pense qu'on va être dans un accord commun. Là. On a misé beaucoup sur ce joueur-là. Tu te dis que finalement, on a un gardien qui va supporter l'équipe, qui va aller nous chercher les 15 victoires qui nous manquent tout le temps chaque année. Puis à date, c'est pas arrivé encore. Non. La première, contre Floride. Oui. C'est Linus Ullmark. Puis tu sais, je suis sûr si on lui demande, là, il est probablement encore avec nous. Là, je veux dire... Puis tu sais, il est tellement smooth dans les buts. Tu sais, on est tellement habitué, mettons, à Craig Anderson ou Korpisalo, que quand quelqu'un est en arrière de son but, puis il regarde sur toutes les bords avec son casque, puis il fait quasiment une pirouette, puis il a peur, là. Ben lui, il fait pas ça. Quand quelqu'un est en arrière du but, je suis relax, je suis bien, mais on s'entend qu'il a pas joué à la hauteur. Des fois, il a super bien paru, comme des fois que tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Je sais pas si c'est parce qu'il y a-tu un moment de communication qui manque avec les défenseurs, y a-tu quelque chose qui va pas à la maison, je sais pas. T'sais, on essaie tous de savoir un peu c'est qu'est-ce qui se passe avec... présentement, faut que ça change. Là. C'est aussi une question de les attentes versus ce qu'on a jusqu'à date. T'sais, je pense pas qu'il joue nécessairement du mauvais hockey comme on a connu par le passé. Ben, JP, ses statistiques sont pas super bonne, là. 3.02 puis 892. Ouais, je suis d'accord. Mais si on compare à Korpisalo, là. On compare à Korpisalo, Bad Sogard, c'était des 6 buts par match, là, effectivement. C'est ça. Hier, c'était 5. Mais tu sais, si on regarde ça, tu sais, il y a les statistiques puis il y a le eye test, tu sais. Puis c'est comme ça des fois que je défends des gardiens. Je dis, Colin, je le regarde gauler, puis il est dans le game, il est là, il fait des gros saves. Peut-être un but qu'on peut discuter, qu'on peut... écoute, Ullmark, je peux pas dire que je l'ai vu garder les buts souvent avant à Boston ou ailleurs pour savoir c'est quoi un match typique, un match. Linus Ullmark, quand il est dans sa game, all-in, il est locked, puis tu sais, là, il n'y a rien qui va rentrer ou presque pas. Moi, j'ai l'impression de voir un gardien qui se cherche encore, soit parce qu'il y a encore quelque chose physiquement qui l'accapare, qui l'achale, ou il n'a pas pogné le beat encore en jouant une game, en étant blessé, en revenant. J'ai pas trouvé qu'on a fait une super bonne gestion des gardiens non plus. On ne sait jamais, est-ce que tu fais garder le gardien qui est hot ou tu fais garder Linus Ullmark parce que tu dis que c'est lui ton numéro 1, mais là, après ça, il y a une mauvaise game, fait que tu l'enlèves. Mais c'est quoi ta façon là, de gauler? Puis ça vient mélangeant pour les gardiens aussi. Anton Forsberg qui fait un blanchissage, ça ne fait pas vraiment récompenser. Fait que j'ai l'impression qu'il n'est pas encore arrivé. Ça a été tout un chambardement, là, arriver à Ottawa, s'installer, signer son contrat, un début de saison un peu compliqué. J'ai confiance que ça va se placer. Mais si on veut juger simplement sur les résultats, 100% jusqu'à date, c'est une déception, étant donné le contrat qu'on lui donne. Tu sais, puis kudos, là, puis félicitations à Anton Forsberg, qui est notre surprise. C'est sa 3e année qu'il est là. OK, il y a eu des hauts puis des bas, mais il a toujours répondu présent. Les Sénateurs sont allés chercher un gardien après l'autre qui gagne le double, le triple de son salaire presque, en disant... Tu vas être notre backup parce que tu n'es pas assez bon, on va aller chercher une étoile, on va aller chercher un gros gardien. Tous ces gardiens-là, ben les deux autres, là, je pense que Matt Murray était déjà là quand on est allé chercher Forsberg, mais les Korpisalo et les Talbot en disant non, t'es pas assez, on va aller chercher quelqu'un d'autre. Lui, il reste tranquille, dit pas un mot. Quand il est appelé à performer, il le fait. Ça va continuer comme ça encore. Cette année, il s'est sûrement fait dire tu vas jouer une 30aine de matchs, prends ça cool. Puis là, finalement, encore une fois, on lui dit « Ah, non, finalement, on a un blessé, il va falloir que tu gardes un peu plus de matchs. » Puis il répond présent avec 2 blanchissages, puis il est revenu d'une grosse blessure. Vraiment, puis le high test, là, puis la façon que les joueurs ont l'air à jouer devant les 2 gardiens n'a pas de l'air pareil du tout. Donc, non, je pense que c'est 100% justifié de dire que c'est une déception. Je pense pas que c'est encore inquiétant de la part de Ullmark. Comme Pascal dit, là, cette année, on est chanceux d'une manière parce que Forsberg nous a volé des matchs, a joué des gros matchs. Ouais. Présentement, les Sénateurs sont 6-6-0. Ça aurait pu facilement être 4-6-0. Ça serait pas 6, ça serait 4-8-0. 3-9-0, avoir eu des
un Anton Forsberg comme les saisons passées, là. Ouais. Comme l'an passé, à certains moments où il était moins bon. Mais en même temps, on pourrait avoir 3 ou 4 points de plus, avoir été capable de fermer des matchs où il y avait l'avance ou où est-ce qu'il était à égalité avec 1 minute à faire. T'sais. Déception, Stu? Ma déception, on a une couple de joueurs là, qui pourraient être nommés. Mais moi, c'est quelqu'un que les Sénateurs sont allés chercher pour jouer sur le 4e trio, pour aller chercher de l'énergie. Quelqu'un qui a gagné la Coupe Stanley. Puis moi, je m'attendais à ce qu'on le remarque, que ce soit un genre de Parker Kelly, mais avec de la nitro dans le derrière. Là. Quelqu'un qui est une peste, puis qu'on va remarquer, puis qui... je comprends qu'il y a 1 but, 3 passes, mais pour moi, Nick Cousins, au prix qu'il coûte et ce qu'il fait sur la glace, ça ne vaut pas la peine. C'est une grande déception pour moi, Nick Cousins. Jusqu'à maintenant, oui. Jusqu'à maintenant. Je dirais même que son coup de patin est très douteux pour la Ligue nationale de hockey. Puis quand on laisse aller des joueurs, là, je sais que c'est pas le même prix, mais quand même, le même salaire, pardon, mais quand on laisse aller des joueurs, on accumule, là, puis il y a une couple de déceptions qui s'en viennent, là, puis c'est pas des noms qui vont être surpris, puis t'accumules ces salaires-là, puis t'es laissé partir des joueurs comme Mathieu Joseph. Ouais. Moi, ça vient me chercher. Mathieu Joseph, j'en parlerai toujours, c'est comme mon Dylan de Mello, mais en avant. Ça, pour moi, ça aurait dû être des gars qui auraient dû rester à Ottawa. Ils répondaient à un rôle qui leur était propre dans leur équipe, puis quand tu cherchais quelqu'un qui a un pedigree comme Nick Cousins, puis tout le monde était content, tout le monde disait ça, c'est le parfait ailier gauche du 4e trio. Puis moi, je suis désolé, je vois pas comment, une fois que David Perron revient au jeu, comment ce gars-là il reste, puis qu'il prend la place de quelqu'un comme par exemple Zach Ostapchuk, quelque chose comme ça. Je le sais pas. Fait que moi, je suis très, très, très déçu du rendement de Nick Cousins jusqu'à présent. Je pense que c'est un gars qui va prendre son importance au fur et à mesure que la saison va avancer. C'est comme ça que je le vois. Puis je pense que c'est pour ça que les Sénateurs sont allés le chercher pour la bataille à la fin de la saison et pour les séries. Je pense pas qu'ils sont allés le chercher comme un gars qui va nous amener en série, mais peut-être un gars avec l'expérience, avec le style de jeu. Parce que une fois de temps en temps, tu le vois tomber ses nerfs à un gars, le gars donne un double échec, cause un 2 minutes, continue à y jaser un peu, puis tu dis, Colin, c'est ça qu'on veut. Là, lui, bon, c'est à ça qu'il sert. C'est de ça qu'on a besoin. Puis on se disait, toute la gang, écoute, les Sénateurs vont avoir l'équipe avec le plus de face à face dedans. T'sais. Ils vont être tannants, ça sera pas le fun de jouer contre eux autres. Puis cette année, on voit pas ça. Même les McEwen, tout le monde, on dirait qu'ils veulent être des Adam Gaudette. Là. Tout le monde sur le 3e, sur le 4e se disent nous autres aussi, on veut scorer. Puis ils ne s'impliquent pas autant physiquement qu'on voudrait, en tout cas. Tu sais, la séquence du but de Ridley Gregg. Oui. Contre Buffalo. Contre Buffalo. Grabuge au milieu de la glace. Voit que le jeu se dirige vers le filet. Fonce au filet. Lancer son propre rebound. Ça, c'est un but à la Ridley Gregg, mais je m'attendais peut-être plus souvent à ça de quelqu'un comme Nick Cousins qui a l'expérience puis qui a la bague de la Coupe Stanley. C'est comme décevant. Puis comme tu as dit, Pascal, moi je m'attendais à ce qu'on soit l'équipe la plus détestable dans la ligue. Oui. Je veux dire, il y a tellement de faces à fesser dedans dans cette équipe-là, c'est phénoménal. C'est pas ça qu'on voit. Mais tu sais, ça dépend de ce que le coach il dit aussi. Là. Peut-être que le coach dit moi je veux pas que tu joues de même. Mais je pense que tout le monde est focusé à jouer T'sais, défensivement présentement, à apprendre le système. Il y a beaucoup de joueurs qu'on dirait qu'on les reconnaît moins, qui sont focusés à d'autres choses. Fait que c'est peut-être une question Nick de temps. Cousins, c'est un joueur de rivaux. Là. Maintenant, tu joues contre Montréal, tu joues dans ton équipe, tu joues contre Toronto, tu t'en vas en série. Tu joues en série dans ton équipe. Ça, c'est garanti. Mais en ce moment, je suis d'accord que son rôle est doutable, mettons, de ce qu'on attendait. Pour dire à quel point il n'est pas mémorable, l'autre jour, j'écoutais le match, puis là, j'ai vu 21 passer, puis j'étais comme 21? Qui est ça? C'est qui à cette heure? C'est plus Mathieu Jour. C'est qui? Brian Smolinski est rendu gaucher, je comprends pas. Là. Brian Smolinski. Pascal, ta déception? Ouais, moi, je vois un peu dans le même pattern que Stu, un joueur qu'on est allé chercher, qui nous a été vendu comme un joueur qui avait changé, qui était beaucoup meilleur. Puis moi, je dirais que c'est Amadio présentement que je suis pas impressionné par cette acquisition-là. On lui donne des responsabilités sur des lignes offensives et il n'est pas là. Ce gars-là n'a pas de skills offensifs comme tel. C'est pas un gars qui va aller nous chercher un 20 buts ou qui va... je comprends qu'on est allé chercher pour son expérience, un joueur intelligent, un joueur qui peut être bon dans sa zone, mais c'est quelqu'un de qui je m'attendais
plus aussi, puis qui me fait remettre en question la décision de se débarrasser d'autres joueurs. Peut-être que on parle encore d'un joueur d'expérience, un joueur de série, un joueur qui peut faire la différence dans les matchs plus où c'est plus des rivalités, peut-être, mais ça reste à voir, ça reste à prouver. Pour l'instant, il m'a rien prouvé de ça. Tu sais, mais ce qui est drôle dans tout ça, là, c'est que tu le regardes jouer, puis il fait pas vraiment d'erreur, par contre. C'est ça. Mais qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de flair, il n'y a pas de... Non. Tu vois qu'il est sur la glace, tu te dis, OK, il joue bien, puis après ça, finalement, tu regardes ses stats, tu te dis, Chris, il y a 2 points. C'est ça. Il n'y a même pas un but. Je peux pas dire que j'haïs comment il joue, même que des fois, je me dis, il est intelligent que la rondelle, mais on dirait qu'il y a comme pas les mains qui suivent ce qui se passe dans la tête, comparé un peu à Nick Cousins. Puis, pourtant, il est grand, il est capable de protéger la rondelle, il a pas peur de la chercher, puis mais après ça, il y a rien qui se passe. Puis là, c'est pas un compliment ce que je vais dire, mais il me fait penser à moi quand il joue au hockey. Puis ça, c'est pas une bonne nouvelle. Là. C'est pas bon. Là. On veut pas ça. Fait que ça, je suis 100% d'accord avec toi, Pascal. Ça, c'est une très grande déception. Mais si tu joues bien défensivement, je vais te prendre dans mon équipe, par exemple. Tu viendras back-checker. Ouais. Il fait des marathons, ça a l'air. Ouais, c'est bon, ça. Pour le plaisir. Moi, je vais y aller avec un jeune joueur. Là, maintenant, on en a nommé plein. 2 points cette année, marqués contre les Sabres. Oh, wow, OK. J'ai l'impression que Ridley Gregg, je m'attends à plus. Oui, c'était un de mes choix aussi, ça. Courageux. Parce que je suis d'accord, mais c'est courageux quand même. Surtout que je l'ai pris dans mon pool. L'année passée, on comparait Shane Pinto, Ridley Gregg, est-ce que Ridley Gregg va surpasser? On se posait des questions dans les années passées. Puis lui aussi, on le voyait comme une bougie d'allumage, on le voyait comme un talent, on le voyait comme quelqu'un qui allait créer des problèmes. Il nous a peut-être trop énervé, je sais pas, là. Non, mais écoute, même quand il est arrivé, ses premiers matchs, il a fait un match hors concours, là, un but à l'emporte-pièce. Après ça, cross-check d'en face Absolument. d'un joueur de Winnipeg. On se disait, wow, quand il va être sur la glace, il va se passer quelque chose. L'année passée, c'était un peu comme ça. Il a commencé sa carrière avec Claude Giroux. C'est sûr que ça aide n'importe qui, là. On les voyait ensemble, puis on disait, papa Giroux, puis il y avait une bonne chimie. Mais tu as 100% raison que ça va avec la thématique qu'un paquet de joueurs qui sont supposés être bien tannants que pour l'instant, on les voit pas créer de flamèche. Oui, c'est ça. Ouais. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que ces derniers matchs, il joue à droite sur la ligne de Tim Stutzla puis Brady Tkachuk. Fait que c'est pas comme si on fait jouer sur une ligne avec Nick Cousins puis Michael Amadio, là, qui d'ailleurs Shane Pinto, c'était comme pas mal sa ligne avant qu'il se blesse, là, en passant. Effectivement, il y a comme pas... je pense pas qu'on s'attend à ce qu'ils produisent comme Timmy ou comme Brady ou comme Drake Batherson. Non. Mais 2 points dans la saison qui sont venus contre les Sabres de Buffalo pour un choix de première ronde. C'était le gros draft qui avait changé d'organisation en 2020, là, avec Timmy, Jake Sanderson, puis t'avais Ridley Gregg. C'est décevant. Effectivement. Mais moi, Ridley Gregg, je suis pas inquiet encore, là. Non, puis je pense qu'il est dans le même marasme que le reste de l'équipe. On voit pas la personnalité des joueurs ressortir. C'est peut-être qu'il y avait besoin de ça aussi. T'sais. Avant, au contraire, tout ce qu'on avait, c'était de la personnalité de chacun des joueurs. On n'avait pas d'équipe. Là, on dirait qu'ils sont tous en train d'essayer de comprendre à jouer en équipe puis laisser leur ego puis laisser leur personnalité de côté. Quand ça sera réglé, peut-être que leurs personnalités vont ressortir. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que les Sénateurs ont gagné une partie cette année sans que ce soit les 2 premiers trios qui font gagner l'équipe? Est-ce qu'Adam Gaudette a fait gagner l'équipe? Oui, il a été solide une coupe de match. Lui, il a fait 2 buts, mais tu sais, dans des games où tu gagnes 6 à je sais pas trop, là, parce que des fois, les Sénateurs, c'est un peu n'importe quoi. Tu sais, à un moment donné, gagner, mettons, 3-1, puis c'est tes 2 derniers trios qui font les points, puis c'est pas obligé d'être tes tops, ben, on dirait que ça arrivera comme pas, je sais pas. J'ai un match en tête, JF, puis c'est pas les joueurs de soutien qui ont remporté le match, mais ont fait en sorte qu'on a pu rester dans le match. Puis c'est le match de 8-7, avec McEwen qui avait 2 buts, une pause, puis... Sinon, match effectivement, étrange. Ça avait aucun sens. C'est rare un match d'après-midi autant intense. On est habitué, en tout cas, moi, dans mon expérience, les matchs d'après-midi à Ottawa, c'est les Sénateurs qui se font démolir. Tout le temps. Perte de temps. Vraiment. Puis c'était une montagne russe. Hein. Des fois, on perdait par 2 buts. Là, on revenait, on prenait 2 buts. Puis là, ça... Fait que ça, c'était... On pensait tout le temps que c'était fini. Oui. Là, hop, ils sont venus. Ouais.
Mais si on regarde les statistiques, 7, Brady 16, Drake 12, Claude 11, Norris 8, Sanderson 8, Godet 7, Chabot 6. Là, on tombe à Nick Jensen 5. Puis en dessous, il n'y a personne qui a plus que 4 points. Ouais. Ça, c'est Nick Cousin. Après, on tombe à Shane Pinto 3, 3, 2, 2, 1. Fait que, troisième, quatrième trio, ça fait pas grand-chose présentement d'un point de vue offensif. Là. Shane Pinto, là, c'est qu'est-ce qu'il y a? On sait pas. De retour, par exemple, dans l'entourage. Là. Oui, il patine un peu, puis il débarque. Ça a été ça, là, la dernière expérience. On sait pas. Parce que même quand tu le regardes patiner, pratiquer, tu n'es pas capable de dire, il est en train d'essayer. Tu sais, des fois, tu le vois, là, il teste le jambe, il teste tu n'es même pas capable de voir. Puis les sénateurs, maintenant, on ne sait plus rien d'un blessure. On ne sait plus si c'est le haut, le bas, à gauche, à droite. Il est blessé. C'est tannant comme partisan parce que nous autres, on se pose des questions. Là. Quand Hallmark était blessé, là, on était comme là, es-tu blessé longtemps? Tu poses des questions. Le Pinto, là, c'est-tu son épaule de nouveau? C'est quoi, là? Je veux des réponses. Pas sûrement perdre un first overall pour la blessure de Pinto maintenant. Stu, on a demandé aux gens sur les médias sociaux, on a posé la même question. Est-ce qu'on a des réponses? Donc, effectivement, la question de la semaine, notre étoile surprise et la déception jusqu'à maintenant. On a demandé à nos auditeurs. On a reçu pas mal de réponses. On a Martin Beauchamp qui dit que son étoile, c'est Giroux. Sa surprise, c'est Adam Gaudette et sa déception, c'est Ridley Gregg. Donc, tous des noms qui sont sortis dans notre discussion. Sinon, on a Mathieu Lisette qui dit que l'étoile, c'est la structure de jeu. Fait que là, on nommait pas un joueur ici, mais plus la structure et le système. Il remarque vraiment une différence, qu'il dit. La surprise, évidemment, c'est Adam Gaudette. Il sort de où, lui? Et la déception, ben là, ici, on nomme beaucoup les blessures. Là. Fait que j'imagine qu'on fait référence à celle de Hallmark et Shane Pinto. On a Caroline Barrette qui dit que son étoile, c'est Stutzla. Sa surprise, c'est Gaudette. Et la déception, c'est Gregg. Puis je vous dirais que la plupart des étoiles et déceptions, c'est Timmy. Déception, c'est Ridley Gregg. Puis la surprise, c'est pas mal Adam Gaudette. Des bonnes réponses. Good. Tout à fait. Donc, petit segment publicitaire, notre partenaire Planet Hoster. Vous êtes passionné de hockey comme nous, lancez votre blog, podcast ou compte de réseaux sociaux pour partager votre passion. Et pour assurer une présence en ligne, pensez à Planet Hoster, notre partenaire d'hébergement web. Avec des services en français, il simplifie la création de votre site, de votre boîte courriel et bien plus encore. Obtenez votre propre domaine et démarrez votre projet avec Planet Hoster. Allez marquer votre but en ligne avec la compagnie qui soutient notre brigade et les projets des fans francophones. Rendez-vous sur planethoster.com. Et pour le warm-up, avant de commencer le warm-up, Pascal, est-ce que tu nous fais un petit résumé du pool de hockey? Où est-ce qu'on est rendu? Est-ce que JP Fortin est encore premier ou est-ce qu'il croule sous la pression de la paternité? Écoute, ça n'a pas bougé. Par contre, c'est proche. C'est proche. JP Fortin est toujours en première position. On dit 63 points, mais il ne faut pas oublier qu'il faut enlever 10 points, donc il est à 53. Ça fait 2 points derrière, on a JP Forg avec 51 points. Stu, finalement, je pense que les jambes brasées, ça ne tient pas. C'est vraiment les unijambistes. On a décidé d'être renommés de façon officielle. À 2 points derrière aussi, à 49 points. Le retour de Connor McDavid va sûrement te donner un petit boost. Tout à fait. Et Pascal le goaler pourri avec son choix de Ridley Gregg. Je mets tout le blâme sur Ridley Gregg. Greg, Martin Saint-Louis. Mais Martin Saint-Louis, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de ne pas ramasser de points avec lui. OK. Nick Suzuki me feed un peu, par exemple. Avec 43 points. Ouais. Fait que ça pourrait. Je ne sais pas ce que ça va prendre pour qu'il y ait un revirement de situation. On voit que les blessures peuvent avoir un impact, par exemple. Ah, 100%. Ouais. Moi, je suis surpris parce que je me suis présenté avec vous autres ce soir-là avec 62 minutes de sommeil dans le corps, aucunement préparé, très peu satisfait de mes sélections. Et là, je me retrouve quand même deuxième. Fait que. Ouais, mais. Agréablement surpris. Cette soirée-là, quand on faisait les sélections, j'ai lancé comme ça. J'ai dit la minute où Connor McDavid est blessé, moi, c'est fini. Là. Il s'est blessé, puis il est parti pendant 10 jours. Moi, c'est juste là, ça peut être 15 points quasiment. Fait que une blessure grave comme ça, là. Il dit qu'Austin Matthews, il va se mettre à. Il joue à soir? Oui, le poids leur pousse sur les unijambistes, puis un petit coup de rasoir, ils sont partis. Moi, je me dis qu'Austin Matthews, à un moment donné, va ouvrir la machine. Là. Il va pas rester à. Il va pas scorer 5 buts cette année. Là. Lui, c'est la pression du C sur son chandail. Ouais, c'est ça.
Peut-être que John Tavares voudrait lui vendre quelques amulettes. Peut-être que ça va l'aider. Pascal, qu'est-ce qu'on a à warm-up cette semaine? Le warm-up cette semaine, on a Artem Zub qui est proche de retour au jeu. Il a accompagné l'équipe à Buffalo. Quelqu'un qui a une commotion, c'est bizarre. S'il n'est pas pour jouer, tu lui fais prendre l'avion, aller-retour. J'ai trouvé ça un peu spécial. Mais Buffalo, je pense qu'on c'est tellement une belle ville. Oui, c'est ça. Il ne pouvait pas manquer cette... il est allé voir les Chiagara. Quoi? Les Chiagara. Ça, c'est une référence. Il faut que vous trouviez la référence. Là. C'est une référence un peu obscure. Les Chiagara? Les Chiagara. C'est une pièce de théâtre. La pièce de théâtre la plus populaire au Québec. OK. Ça vous dit rien? Québec? Brou, dans Brou. Ben oui. La pièce de théâtre Brou. Ouais, j'ai vu Brou, mais... Oui. Ah oui. Le gars qui connaît son club automobile. Tu veux embarquer dans mon club automobile? Il s'en va en voyage de noces au Chiagara. Où? Au Chiagara. On parle quelle langue? Niagara. Au Chiagara. OK, je comprends. Ça, je pense pas que je vais être capable de trouver un clip sur YouTube pour vous le prouver, par exemple. Mais j'aimerais ça. Je vais chercher. Okay, sinon, on a Shane Pinto qui a commencé à patine un peu brièvement. On n'a pas de nouvelles sur un retour possible. On n'a même pas... Tu sais, on parle de semaine en semaine. On n'a aucune idée de la nature de sa blessure. Les Sénateurs ont encore de la difficulté sur la route suite à la défaite contre les Sabres de Buffalo. Ils sont maintenant cette saison à une victoire, 5 défaites. Les Sénateurs valent maintenant 1,14 milliard US selon le site Sportico. C'est une augmentation de 20%. Donc, Michael Andlauer a déjà fait un profit de 20% sur son achat des Sénateurs. Est-ce qu'on a une controverse de gardien à Ottawa alors que Anton Forsberg offre une performance jusqu'à maintenant de 2,75, 910 pourcentage d'efficacité, 2 blanchissages en 6 matchs et Linus Ullmark, moyenne de but alloué de 3,02 pourcentage d'efficacité sous la barre de 900 à 892 en 7 matchs, des statistiques qu'il n'est pas habitué d'avoir. Croyez-vous à la numérologie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Comment ça s'appelait? Jojo Savard, les Astres? Non? Brady Tkachuk a compté un but à la 11e minute, 11e seconde, le 11e match de l'année, du 11e mois, pendant que le numéro 11 était sur le banc. Donc, à quelque part, dans le ciel, les Astres sont alignés pour que les Sens partent sur Brady Tkachuk est le chosen one. Il est l'héritier. Exactement. Du côté de la charge d'Ottawa, dévoilement du chandail le 7 novembre. On a pu voir, je pense, des petits sneak peeks, des petits teasers sur Twitter. Match au CTC contre la Victoire le 6 décembre. La saison va débuter le 3 décembre contre Toronto. Et il y aura la série Rivalité, qui aura 3 matchs maintenant aux États-Unis et 2 en février à l'île du Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, pendant que la Ligue fera relâche. C'est ce qui complète le warm-up. Je suis un peu déçu parce qu'au moment où on enregistre l'épisode, les mercredis le 6. Les chandails sortent demain le 7, mais l'épisode va sortir le 8. Fait que on ne peut pas en parler. Non, il faudra que tu reviennes la semaine prochaine. Pas le choix. Et Artem Zub. Ouais. On s'ennuie de lui, là. Mm-hmm. Pas à peu près, mais on s'ennuie de lui parce qu'on on veut pas qu'Amonique soit là. C'est ça. C'est ce qui fait mal. Tantôt, nos déceptions à Monique, on l'a tout comme... Ah, mais c'est une déception naturelle, ça. Ça valait même pas la peine. Tu sais, le mime, arrête, il est déjà mort, là. Ouais. C'est ça, là. Ouais, c'est ça. Puis pauvre Yard, tu sais. Ah, il a tellement l'air d'un bon gars, en plus. Bon gars, je suis sûr qu'il est excellent dans la chambre, je suis sûr qu'il apporte du positif, je suis sûr qu'il est un bon mentor pour un paquet de joueurs, je suis sûr qu'il y a un paquet de joueurs qui va lui poser des questions. C'est un gars qui est dévoué, c'est un gars qui s'arrache le cœur sur la glace, c'est juste que des fois, il sait pas où se l'arracher le cœur, il sait pas où le mettre un coup qu'il l'a arraché, t'sais. Il est juste pris hors position, puis il essaie de bloquer des tirs, mais fait que Zub, quand il revient, on est tous d'accord que c'est Monique qui doit partir, mais on a parlé des relations entre un entraîneur et un joueur. Moi, je pense que Travis Green aime beaucoup. Entre Travis, ils se tiennent ensemble. J'ai peur que ce soit un jeune qui écoute. Ça fait pas un négatif, ça, habituellement? C'est... Ouais, ou ça se met au carré, là, je sais pas. Là. Ouais. Un des deux, là. 2 négatifs au carré, ça donne un positif, je pense.
Je ne connais pas encore assez Travis Green pour savoir. Non, c'est ça. On apprend ce qu'il va faire. À le connaître. DJ Smith, je te l'aurais dit, oui. Ouais. Là, je me permets un petit bénéfice du doute. Puis c'est pas juste Travis Green, là, il est pas seul. Il y a d'autres mondes qui vont y parler dans l'oreille. Fait que je pense pas que c'est un one-man show. Puis s'il y a d'autres mondes qui pèsent le pour et le contre, je vois pas comment il peut rester. Puis je pense que c'est le rôle qu'on y avait attribué au début de l'année. D'être 6-7, d'être scratch certains matchs. Ouais. Je pense que même lui, il est à l'aise avec ça. Même lui, il est comme, écoute, vous m'avez signé 2 ans, vous me payez encore. Quand vous avez besoin de moi, faites-moi signe, sinon... Mais tu sais, je pense avec le jeu de GBD, là, c'est officiel qu'il devient le 7e défenseur. C'est ça. Pas le choix. Ouais. Non. C'est ça au début de l'année aussi. Là. En même temps, là, c'est quoi les autres alternatives? Maxence Guenette? C'est Maxence Guenette. Sebrango a été pas pire à Belleville. Il a fait un but. Il a fait tout un but? Oui, c'était quelque chose. Pour un défenseur, là, un but comme ça. Backen regardait pas Schlau. Ouais. Ou plein de merde, c'est ça, non? Au moment où on enregistre, on est le 6 novembre. Le mois de novembre commence. Par le passé, on sait que le mois de novembre était quand même déterminant pour les sénateurs d'Ottawa. On n'a pas été dans la course aux séries parce que justement le mois de novembre a été tellement désastreux que c'était mort. Au fait, on savait que c'était fini quasiment. Comment vous entrevoyez le mois de novembre pour les sénateurs d'Ottawa? Ça devrait être un peu... Moi, je m'attends à ce que ce soit mieux. On a peur, on est tous PTSD. Je les vois pas finir le mois de novembre avec juste 3 ou 4 victoires. Pas de la façon qu'ils jouent présentement. Le match de Buffalo, ça a probablement été le outlier depuis le début de la saison. Bon deuxième, peut-être le match à Montréal, où est-ce qu'on les a pas sentis vraiment dans le match du début à la fin. Ils étaient dans le match, peut-être, on dit qu'ils étaient dans le match jusqu'en 3e période, mais étaient-tu vraiment dans le match tant que ça? Ils n'étaient pas dominants. T'sais? Ils ont perdu des matchs où est-ce qu'ils étaient clairement la meilleure équipe sur la glace. Ça, je trouve ça encourageant. Tu te dis, si ça continue, ils vont en gagner plus qu'ils vont en perdre. Fait que je m'attends à un mois de novembre quand même meilleur que les derniers qu'on a eus. Assez pour se garder dans, je vais utiliser l'expression à Martin Saint-Louis, dans le mix. L'expression préférée des partisans de Montréal. Il reste 11 matchs présentement dans le mois de novembre, puis il y a 6 matchs qui sont à la maison. C'est ça. Puis, écoute, je sais pas comment le monde détermine là, qui a le calendrier le plus difficile et le plus facile. Là. Les sénateurs, le mois d'octobre, avaient le 3e plus difficile, je pense, de la Ligue. Il n'était pas facile. Ouais. C'est ça. Puis, ils s'en sortent 6-6, correct. Fait que je m'attends à un mois de novembre où est-ce qu'ils vont jouer au-dessus de 500. Ben, écoute, le mois de novembre, il n'est pas vraiment plus facile, Pascal, pour être honnête avec toi. Là. Je me souviens pas par cœur, mais je sais qu'on joue contre des grosses équipes de l'Ouest, puis qu'après ça, on s'en va dans l'Ouest. Je vous propose l'exercice. Ouais. Je donne l'équipe pour qui on joue, puis vous me dites est-ce qu'on les bat ou on les bat pas. Prêt? Ouais. Islanders de New York, demain soir, le 7. Ah, c'est à la maison, ça? Clenche. Ouais. Faut les éclater. Ouais. Les Bruins de Boston à Boston. Gros match de Linus Ullmark, on les bat. Prolongation. Okay. On les bat? Oui. Je suis pas d'accord, mais j'aimerais ça. Les Maple Leafs de Toronto à Toronto. Ah, ça, on les bat. Ouais. On dit on les 3-3, là, c'est ça qui se passe? Non, mais moi, Boston, je suis pas d'accord avec les deux autres. Moi, je pense qu'on perd. Moi, je pense qu'on perd ce match-là. OK, je nous en donne 2. OK. Flyers à Ottawa. On les bat. Hurricanes en Caroline. Ça, on perd. On perd. On a une victoire depuis 2007 et c'est en 2015 en overtime, Kyle Turris d'une passe de Markstone et Patrick Werkoch. Je l'oublierai jamais. Oilers à Ottawa. Je sais pas, Pascal, il est très confiant. Là. Je suis pas vendu. On bat pas les Oilers. Moi non plus, les amis, je pense pas. On peut en train de tout arracher cette année. À Ottawa. Non, Golden Knight, moi, c'est fini. Je crois plus jamais qu'on va les battre de toute notre histoire. Moi non plus. non, mais moi non plus. C'est fini. C'était dégueulasse. Ouais. Les Canucks à Ottawa. Ça, on devrait les battre. Ouais. GF? Oui, sur les Canucks, je suis d'accord. OK, on les bat. Les Flames à Ottawa. Même chose. Parce que c'est à Ottawa en passant. Contre Vancouver et Calgary, je pense qu'on est confiant parce que c'est à Ottawa. Les Sharks à San Jose. On va la perdre. On va se perdre. On va la perdre. Mais on devrait la gagner. Arrête. Hey, c'est écrit dans le ciel. Ils vont avoir 9 victoires cette année. Je peux pas croire qu'on va perdre une fois contre eux autres. Ça va être... Regarde l'équipe contre qui on joue après, à la maison. On va gagner contre eux autres, mais on va perdre contre San Jose. À Los Angeles. Puis celle-là, on va gagner.
On va en perdre 7. OK. Fait qu'on en a gagné 6. Ça, c'est considéré qu'on en a déjà gagné une contre les Rangers. On en a gagné 7. 1, 2, 3, 4, 5. On a gagné contre le Kraken. 14. 7 sur 14, selon vous. Selon nos experts à la brigade, les sénateurs vont sortir avec une fiche de 500. Moi, je t'invite. Donc, ça nous amène. Ouais. Mais mettons que c'est 500, ça veut dire que ça nous amène à une saison. 500. On est à 500 présentement, là. C'est pas assez. De 13-13. 13 victoires, 13 défaites, mettons. T'es dans le lot? Ben, la saison dernière, les sénateurs étaient 12-12 avant que la saison soit déraillée. Là. C'est ça. Il n'est pas beaucoup plus avancé. Là. Non. Mais on ne sait jamais. Là. On peut toutes les gagner, on peut toutes les perdre. Là. Il faut pas toutes les perdre. Là, ça va pas bien. Je regardais aussi le mois de décembre. Puis à chaque fois, j'allais de mois en mois. Puis je me suis rendu compte que tous les mois vont être extrêmement difficiles. Donc ça, c'est la conclusion. Il y a pas Ben, décembre, j'ai quand même les Ducks 2 fois back-à-back. On s'en va dans l'Ouest! Ouais, les trips de l'Ouest aux États-Unis, ça n'a jamais été bon pour les sénateurs. Là. Mais je pense que si tu regardes le calendrier, les 15 derniers matchs, je pense qu'il y en a 12 à la maison contre tous des clubs de popcorn. Ouais. Apparemment, qu'on est. C'est ça. Faut les gagner. C'est ça. Finir le mois de décembre dans l'Ouest avec Vancouver, Calgary, Edmonton, Seattle, Winnipeg, Minnesota. Ouais. Tu joues contre Nashville, Pittsburgh, les Red Wings qui sont en ta division, qui sont là pour une place en série. C'est pas. Non, il n'aura pas de facile. Il n'aura pas de facile. Non. Alors, si vous avez aimé ça, on vous invite à en parler à quelqu'un, partagez, parlez-nous, dites que Stu a des belles jambes, des belles cuisses. Et c'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. On vous invite à consulter le labrigadepodcast.ca pour accéder à tous nos épisodes et pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi nous suivre, on vous le rappelle, sur X, sur Instagram et sur Facebook. Messieurs, est-ce qu'on a un mot de la fin? J'allais y aller avec « Il n'y en aura pas de facile », mais... Il n'y aura pas de facile. Je vais à l'honneur de notre collègue Jean-Philippe Nora. Nora? Ah, d'où l'expression « Il n'y en aura pas de facile ». Alors, c'était La Brigade, le premier podcast francophone qui traite des sénateurs et du hockey dans la région d'Ottawa-Gatineau. À la semaine prochaine. Chest rasé ou chest... les jambes rasées, pas le chest. Ouais, pas le chest, OK. Ça, c'est un parfait petit extrait à mettre après la musique à la fin. Aucun contexte. Juste les jambes rasées, non, le chest, OK. C'est comme ça qu'il aime ses femmes. Ah, non!